Nous allons pouvoir poursuivre et basculer vers cette deuxième partie. Alors, cette deuxième partie, donc pour rappel, bien sûr, vous pouvez continuer à poser les différentes questions et éléments. Alors, cette deuxième partie que nous allons maintenant, vers laquelle nous allons basculer, est très importante. Elle est ressortie dès les premiers travaux qu'on a menés, dès le mois de février. Nous avons eu la chance d'avoir les collègues de la sûreté, mais aussi les intervenants sols de la cabine, qui sont des acteurs de la cabine. Voilà, la cabine, c'est pas juste le vol, qui sont venus pour échanger. Et beaucoup de pistes sont ressorties et beaucoup d'interactions. Et franchement, sur les mois de travail que l'on a eu tous ensemble, on a tous énormément appris. Donc merci à eux d'avoir pris le temps de venir à toutes les réunions, de pouvoir échanger sur toutes les thématiques. Et ce travail de coactivité est vraiment à mettre en avant et à mentionner. Je vais accueillir eh bien les personnes qui vont présenter pour cette première présentation de la deuxième partie. Donc je vais accueillir une collègue de la DESAC, Hélène Bastianelli, et Olivier Ducasse de HOP. Alors Hélène est ingénieure T90. Elle a consacré une large partie de sa carrière aux questions liées à la sécurité aérienne. Elle a eu une première expérience au BEA entre septembre 1993 et janvier 2002 en tant qu'enquêtrice, puis responsable de la communication au niveau du BEA. Elle rejoint la DGAC où elle exerce dans les domaines de l'environnement, de la surveillance des prestataires de services de la navigation aérienne, avant d'être en charge des relations extérieures de la DSNA. Elle rejoint ensuite la DESAC en tant qu'adjointe au chef de la mission évaluation et amélioration de la sécurité, donc MEAS, où elle a contribué à la définition et à l'animation du programme de sécurité français. Depuis septembre 2019, elle a rejoint le pôle performance de la DESAC Sûreté, donc DESAC Sûre, en tant que chargée de mission, analyse des événements de sûreté. Donc merci Hélène d'être présente aujourd'hui et surtout pour tout le travail que tu as fait les derniers mois d'échange avec nous. Et ça va donc être une présentation à deux voix avec un opérateur. Merci à Olivier Ducasse d'avoir accepté la présentation commune avec Hélène. Donc Olivier est diplômé BTS maintenance et exploitation des matériels aéronautiques de l'ESMA en 1998. Il a été technicien de maintenance, agent de suivi technique, ensuite responsable assurance qualité maintenance sur site, responsable gestion de crise environnement et aujourd'hui, depuis 2017, il est adjoint au responsable délégué sûreté et auditeur chez la compagnie HOP. Merci à vous deux pour le travail effectué ces derniers mois et je vous laisse la parole pour votre présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc pour commencer, introduire un peu cette partie sur la gestion intégrée des différents risques, je vais vous parler d'une enquête qui a été réalisée, enfin je vais vous montrer un exemple d'une enquête qui a été réalisée en 2015 auprès de l'ensemble des PNT, PNC français, qui est réalisée par la DGAC, qui posait entre autres, il y avait beaucoup de questions, entre autres la question au PN, avait-il déjà eu l'occasion de devoir faire des arbitrages en opération entre la sûreté et la sécurité? Mais vous voyez dans le résultat que plus d'un tiers des PN ont déjà été confrontés à devoir privilégier l'une des missions par rapport à l'autre. Et on leur demandait pour quelles raisons, s'ils privilégiaient la sécurité ou la sûreté, et la sécurité arrivait à 95% comme priorité des PN. Pour quelles raisons? Parce qu'ils ont une conscience des risques plus aiguisée dans un domaine, et parce que l'effet de la culture métier qui favorise la sécurité depuis de nombreuses années, ça c'est un peu banal à dire, mais c'est la réalité. Alors, depuis, de nombreux travaux ont été conduits depuis quelques années, déjà au niveau de l'OACI pour améliorer. Donc l'OACI a décidé que 2022-2021 serait l'année de la culture sûreté. Ça s'est décliné au sein des autorités et aussi au sein des opérateurs. Donc on peut espérer qu'aujourd'hui, les résultats seraient un petit peu moins en faveur de la sécurité. Pour autant, est-ce que c'est là vraiment l'objectif que l'on cherche ? Est-ce que c'est pas un aveu d'échec de considérer qu'un opérateur, un agent de première ligne en opération, doit
par moment arbitrer entre ces différentes missions. Au final, l'une des deux missions ne sera pas remplie correctement. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire en sorte que les agents ne se retrouvent pas dans cette position de devoir privilégier l'une de leurs missions ? Donc cette introduction très générale vous montre, permet d'illustrer ce que l'on souhaite en fait. Que la gestion des risques, par cette gestion intégrée, ça devrait aboutir à une réduction des risques dans chaque domaine et non à un report du risque sur un autre domaine. Parce que la sécurité et la sûreté ont le même objectif au final, c'est la sécurité des personnes et des biens. Donc quelques idées très générales qui peuvent s'appliquer aussi bien au niveau des autorités que des opérateurs. Pour y parvenir, partager des informations sur les événements ou sur d'autres sujets, les informations sur les événements qui concernent les deux domaines. Et c'est assez fréquent qu'on ait des événements dans la cabine ou autour de la cabine qui concernent les domaines sécurité et sûreté. Les mécanismes pour ce partage se mettent en place au niveau de l'autorité et sont déjà pris en compte chez certains opérateurs. C'est le début, en fait. On a vu dans l'intervention de mon collègue Yoni Malka-Meas que la part des événements sûreté ne ressort pas. Pour autant, on a un faible niveau. La culture de notre transmission des événements est encore jeune dans le domaine de la sûreté, alors qu'elle est déjà assez bien mature chez certains opérateurs pour la sécurité. Donc on n'a pas vu apparaître des événements sûreté. Pour autant, on remercie les PN parce que les CSR sont une source d'informations très intéressante d'ores et déjà pour ce qui concerne la sûreté. Une autre idée, c'est d'analyser les événements au niveau des facteurs organisationnels et humains. Essayer de comprendre comment et pourquoi un agent en est arrivé à devoir privilégier une de ses missions. Et ça nous a conduit, ou les opérateurs, les autorités également, à sortir des mécanismes habituels d'analyse de sécurité, d'aller voir à tous les niveaux des strates de l'organisation et parfois pour trouver l'interface ou le point commun, le point de jonction entre les responsabilités sûreté et sécurité, il faut monter assez haut dans les organisations en fonction de la répartition des responsabilités. Également coopérer lorsqu'il s'agit de décider d'actions d'amélioration. Anticiper l'impact qu'une action pourrait avoir sur un autre domaine, sur l'autre domaine. Donc je ne donne pas d'exemple parce que j'ai pas le temps. C'est dommage. Et pourquoi pas aller encore plus loin, en fait, en décidant d'étudier les changements avant qu'ils soient mis en place au niveau des deux risques, sécurité et sûreté. Parce qu'on voit trop souvent des changements étudiés uniquement du point de vue sécurité, alors qu'un impact sûreté peut être révélé ultérieurement et trop tard, un peu trop tard dans le schéma pour qu'on puisse agir sans impact, en fait. Il vaut mieux anticiper dans tous les domaines. Donc, ce qu'on propose, c'est de travailler sur la mise en place, non pas de copier ce que fait la sécurité pour travailler dans la sûreté. Chaque domaine a ses propres contraintes et il faut en tenir compte, mais d'échanger, de connaître et de prendre en compte les contraintes mutuelles entre les différents domaines, aussi bien au niveau de l'autorité qu'au niveau des opérateurs. Et ces échanges doivent être permanents, bien sûr, pas uniquement lorsqu'il y a un événement qui se produit, mais et s'entamer très en amont et quasiment peut-être devenir un réflexe un jour chez tout le monde. Je vais passer la parole maintenant à Olivier pour qu'il vous présente un exemple de ce qu'une compagnie aérienne, donc HOP, a pu mettre en place pour favoriser ces échanges. Tiens. Merci Hélène. Et donc je vais commencer, comme toi tu as parlé de l'étude de Security, par un sondage qui a été réalisé en interne afin de voir les différentes visions qu'il y avait entre les différents domaines de risque. Donc j'ai pris simplement un extrait. Le graphe de gauche représente la réponse libre à la question qui a été posée donc à tous les acteurs. Quel domaine de risque connaissez-vous? Plus la réponse a été citée, plus elle est grosse sur le graphe. Celui de droite représente quant à lui, c'est la concaténation de deux questions
vous sentez-vous acteur du domaine de risque? Sûreté, c'est la courbe noire, et sécurité, c'est la courbe orange. Bon, je vais passer assez vite dessus. Vous aurez compris qu'il y a effectivement un profond déséquilibre. Maintenant, ce sondage a été réalisé au moment où nous nous apprêtions justement à mettre en place ce qui était un des axes prioritaires de la feuille de route, c'est-à-dire cette gestion multirisque des événements, que je vais donc vous présenter maintenant assez rapidement. Une gestion en 4 étapes. La première étape qui concerne le traitement, parce que, effectivement, la transmission, pardon, parce que effectivement, on a eu besoin de réfléchir à la manière de ne pas bloquer les remontées d'informations, mais que tous les acteurs puissent y avoir accès facilement, qu'ils soient internes ou externes, et en fonction des outils qu'ils utilisent déjà quotidiennement. Et pour ce faire, donc effectivement, chacun note son rapport sur son outil, et tout ceci arrive par une seule et unique porte d'entrée au support de la gestion des risques qui enregistre ce rapport dans notre outil Opcare avec les informations, qui réalise donc déjà une préanalyse en fonction des informations données par le rédacteur. On rentre donc tout de suite après dans cette phase d'analyse qui va servir à verrouiller quels sont les domaines de risque qui ont été impactés, les domaines par domaine de risque, les domaines métiers, donc tous les acteurs opérationnels. Lorsque plusieurs domaines métiers sont impactés, lequel va être considéré comme le pilote, et enfin calibrer cet événement en événement non significatif, significatif ou indésirable. Donc, on a matérialisé tout ceci lors d'une réunion qui existait déjà, qui était la réunion d'exploitation, qui s'est vue greffer une RX2 et une RX3. Donc, les RX2 et RX3 traitent exclusivement des rapports. Leur différence vient du fait que la RX2 parle des sujets régaliens, qui vont être la sécurité des vols, la sûreté et la santé-sécurité au travail, quand la RX3 se concentre sur les autres domaines de risque, donc la performance opérationnelle et commerciale, la conformité, l'environnement et la sécurité des systèmes d'information. Bien entendu, à tout moment, lors du traitement, on peut revenir à cette phase analyse, notamment lorsque, dans l'enquête, on se rend compte qu'on a oublié un domaine de risque. Il suffit donc effectivement, dans l'outil, de demander à réexaminer ceci. Et on en reparle lors des RX suivantes. Le lien avec la RX1 se fait par le fait qu'effectivement, à ce moment-là, tous les événements importants, donc généralement les événements indésirables, sont remontés en RX1 où est présent le top management de la compagnie qui peut donc effectivement prendre connaissance et s'il le souhaite, prendre tout de suite une décision ou effectivement apporter des actions à son niveau. Une fois qu'on a confié, effectivement, qu'on a identifié tout ceci, on va rentrer dans la phase d'action dans laquelle tous les acteurs vont enquêter au sein de leur direction afin de comprendre quelles sont les causes qui ont amené à cet événement et quelles ont été les barrières qui ont été efficaces, celles qui ont été moins efficaces. Et donc, une fois que tout ceci est fait, apporter les actions correctives nécessaires. La communication, qui est d'ailleurs souvent également utilisée dans les actions correctives, a différentes utilités. Donc déjà, effectivement, de répondre au rapport, de répondre à l'événement, mais également à des fins pédagogiques, afin de sensibiliser le personnel par des rappels, des flashs, des mémos, des bulletins, et enfin communiquer tout ce qui est fait également au top management par le monitoring qu'on peut réaliser dans l'outil et qui nous permet de remonter des statistiques. Et enfin,
Comme un exemple vaut souvent mieux que 1000 mots, plutôt que de vous énumérer comme ça les gains qu'on a pu avoir, j'ai préféré utiliser un cas concret, qui est donc un rapport rédigé par un PNC à l'aide de la tablette qu'il a en dotation, et sur lequel il est fait mention d'un passager qui voyage avec un concentrateur d'oxygène. Ce concentrateur d'oxygène est situé en soute, et lorsqu'il en discute avec le PNC, lorsqu'il monte à bord, le PNC a de gros doutes concernant la sécurité des vols, sur le fait qu'on ait potentiellement des matières dangereuses en soute. Donc, n'ayant pas tout à fait toutes les réponses à ces questions, il décide de faire remonter ce bagage en cabine. Lors de l'étape d'analyse, en plus de la sécurité des vols, l'aspect sûreté est également mis en avant, parce que effectivement, on se rend compte que dans le rapport, à aucun moment on ne fait mention de mesures de sûreté qui auraient pu être apportées à ce bagage afin de lui permettre de remonter de manière totalement sûre jusqu'à la cabine. Lors des investigations, d'un point de vue sécurité des vols, il en est ressorti que finalement c'était un non-événement, ce concentrateur d'oxygène équipé d'une batterie lithium pouvant voyager aussi bien en soute qu'en cabine. Par contre, effectivement, d'un point de vue sûreté, ce qu'on pensait au début, c'est vérifié. Le bagage est remonté en cabine sans aucune autre inspection. Or, les articles prohibés en soute et ceux en cabine sont totalement différents. Donc, potentiellement, des articles prohibés ont pu voyager avec l'ensemble des passagers sur ce vol. Et cet exemple parle justement, fait écho justement à ce que je venais juste de vous présenter sur la communication, parce que c'est vraiment les actions correctives qui ont été jugées les plus pérennes sur plusieurs axes. D'abord, un rappel qui a été effectué auprès du sous-traitant, parce que même si lui, il n'a fait qu'entre guillemets qu'obéir aux navigants, la sûreté, c'est l'affaire de tous, c'est pas juste une belle phrase. Et je pense qu'à ce moment-là, au moment de remonter le bagage, et juste une petite phrase en disant attention, d'un point de vue sûreté, on n'est peut-être pas au top, je pense que ça aurait eu d'autres incidences sur l'événement. Également au niveau des équipages, par la diffusion d'un mémo, et de manière plus vaste, le service formation a été prévenu afin de pouvoir utiliser cet événement en tant qu'exemple. Je vais m'arrêter là avec la conclusion pour cet événement qui est la même que celle de la présentation. C'est que sans ce traitement commun, on n'aurait eu aucune sensibilisation ni aucun rappel qui aurait été fait. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation à deux voix, et on voit l'intérêt d'échanger entre l'autorité et les opérateurs pour faire remonter les bonnes pratiques ou les éléments qui marchent chez certains pour le diffuser aux autres. C'est tout le travail qu'on a fait pendant des mois en préparation de ce symposium avec toutes les entités qui ont participé.